ces plénières de premier jour de congrès, professeur Gilles Lavigne. Je pense que vous le connaissez tous. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il est professeur de médecine dentaire à l'Université de Montréal, donc il va nous parler en français. Il a réalisé de très très nombreux travaux sur le sommeil en lien avec sa spécialité, notamment sur le traitement des troubles respiratoires du sommeil par orthèse de propulsion. Il interviendra d'ailleurs dans un symposium du Congrès sur ce sujet-là. Il a beaucoup travaillé sur le bruxisme également, mais ce matin, c'est un autre domaine de son champ de recherche qu'il va nous présenter et qui est tout à fait passionnant, c'est les relations entre douleur et sommeil. Donc Gilles va essayer de nous expliquer comment on comprend et on gère la douleur qui perturbe le sommeil de nos patients. Donc merci d'accueillir le professeur Gilles Lavigne. Il faut que je pèse ici, ici. Bon, voilà. Bon, bonjour, merci beaucoup Frédéric. Bon dia. Okay, j'arrive du Brésil, je suis arrivé samedi à Montréal et hier à Paris, donc probablement que l'expression de mes lipides et tout, là, mes métaboliques est complètement perturbée. C'est un plaisir d'être allé. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. C'est inhabituel en France de prendre juste de l'eau. Hein. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous. J'étais venu à Lille, je crois, il y a une dizaine d'années. Il y avait eu un autre congrès et j'avais beaucoup aimé la place, la ville et surtout l'atmosphère. J'ai aucun conflit d'intérêt direct avec la présentation. J'ai eu des fonds de recherche. J'en ai moins maintenant parce que je suis ce qu'on appelle au Québec un semi-retraité. Et donc, mon collègue Jacques Monplaisir et moi, on est un peu moins agressifs pour avoir des subventions, mais surtout, on laisse la place à la relève aux jeunes. Je voudrais remercier Pierre Rainville, Florian Chouchou, qui est un postdoc qui est venu au laboratoire, Daniel Laverdure-Dupont, Jacques Monplaisir, évidemment, Pierre Maillet, Jean-Marc Chauny et Christiane Manzini, qui est maintenant décédé, et aussi mes collègues à Milan, où j'avais fait les premières études. Avant d'aller un peu plus loin, il faut décrire un peu la pertinence de l'interaction. Il y aurait 10 à 30 de la population générale qui souffre de douleurs chroniques. Comment c'est défini, la douleur chronique? C'est une douleur qui est persistante ou qui est épisodique, mais qui est présente assez souvent, comme la migraine qui revient, les névralgies du trijumeau qui reviennent par période. Donc, il y a un débat entre ce qui est persistant et épisodique, mais il faut que ça dure au moins 3 mois. Et là, vous voyez qu'on a le problème de persistant versus épisodique. Et il y a environ, pour retenir, là, 2 patients sur 3 qui ont de la douleur chronique qui se plaignent d'un mauvais sommeil. C'est à peu près 1 patient sur 2 pour les douleurs au niveau du visage qu'on voit beaucoup en médecine dentaire. Et pour la fibromyalgie, les douleurs musculo-squelettiques diffuses, on parle d'à peu près 75% des patients. Donc, c'est clair que moi, je travaille beaucoup avec les névralgies du trijumeau, les désordres temporomandibulaires et aussi les cancers oropharyngés à l'hôpital où je suis. Donc, c'est mon domaine clinique d'expertise. Le premier dogme que j'aimerais renverser, c'est que, oui, la douleur, c'est un invité indésirable durant le sommeil. C'est pas le sommeil, vous savez tous que c'est pas le coma, c'est pas l'anesthésie. Pourquoi je suis obligé de faire ça? Les premières années qu'on a voulu faire des projets de recherche, on s'est fait refuser par le comité d'éthique en disant, vous ne pouvez pas appliquer de la douleur durant le sommeil, les gens ne peuvent pas s'exclure, ne peuvent pas fuir ce qui se passe, ils dorment. Donc, on s'était rendu compte que beaucoup de gens ne comprenaient pas que le sommeil, ce n'est pas le coma, ce n'est pas l'anesthésie, que c'est un état vivant. Un des problèmes fréquents, et pour vous, vous êtes tous des convaincus que le sommeil, c'est important, mais dans le domaine de la douleur chronique, surtout la douleur lombaire,
il y a très peu d'études qui ont tenu compte de la variable qualité de sommeil et des maladies de sommeil. Le chiffre est assez choquant, c'est à peu près 10%. La majorité des études oublient complètement de tenir compte de cette variable. Imaginez-vous le rythme circadien, on vient d'en parler là, pendant 45 minutes, il y a beaucoup de choses encore à comprendre. Un modèle théorique avait été proposé il y a plus de 25 ans, qu'une journée avec beaucoup de douleur va être suivie avec un mauvais sommeil. Et un mauvais sommeil, un sommeil peu récupérateur ou associé avec des problèmes, va être associé à plus de douleur le lendemain. À l'heure actuelle, la littérature semble plus suggérer que la douleur n'interfère pas nécessairement toujours avec le sommeil. Oui, il y a de l'insomnie, mais une fois que le sommeil est là, il y a souvent un rôle d'action de récupérer, de reprendre certaines fonctions de base. Par contre, si le sommeil, lui, est perturbé, la personne, le lendemain, est un peu plus gna, 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 comme un peu certains politiciens peuvent l'être parfois. Cette relation, ici, je commence avec le résumé, puis je vais après descendre étape par étape, chacune des marches. Mais une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on a tous une petite pharmacologie interne qui contrôle la perception qu'on se fait de la douleur, donc la nociception qui enclenche des stimulus vers le cerveau, qui est gérée du côté émotif et sensoriel. Et il y a beaucoup d'évidences, mais très débattues, comme quoi, chez les femmes, il y aurait une facilitation de la douleur, des circuits de la douleur, mais il y aurait une perte de l'inhibition, du contrôle endogène. Notre petite pharmacie interne fonctionnerait moins bien. Les hommes seraient très différents. On vient de le voir avec la super présentation avant, que chez les hommes, il y a plus d'hypersensibilité et il y aurait plus un changement dans l'habituation à la douleur. Les médiateurs de l'inflammation, les interleukines, ainsi de suite, sont très, très modifiés. Je vais décrire ça. On ne peut pas enlever l'effet de l'anxiété, surtout le catastrophizing, c'est la capacité à « non, ça va mal, ça va vraiment mal aller » que certaines personnes ont. Beaucoup de changements dans les métabolites, les mélatonines, la dopamine. Et maintenant, il y a des zones très claires du cerveau qui sont associées aux changements, associées principalement à la privation de sommeil. Évidemment, les cyclic alternating patterns, les phases d'activation transitoire. Vous savez tous, surtout en France, que les phases d'activation transitoire viennent d'Alain Muset. C'était popularisé beaucoup par le groupe de Terzano à Parme. Et certaines évidences suggèrent que ce système de coucou, je me suis amusé à essayer de faire comprendre à mes collègues cliniciens c'était quoi les phases d'activation transitoire. Ce n'était pas toujours évident, mais on sait que ça varie aux 20 à 40 secondes et ainsi de suite. Mais ce qui est assez clair, ce système de coucou, quand le petit oiseau est trop actif et sort de sa cage, que c'est fréquemment associé à une moins bonne qualité de sommeil. Et il y a 2 travaux ici, très peu d'études, mais il y en a 2 ici que je cite, qui montrent que ce système de coucou sera à peu près 50% plus actif. Donc, le retour des micro-éveils vers des réveils qui ne sont pas nécessairement conscients vers vraiment le réveil sont des systèmes qui travaillent en parallèle. Vous vous rappelez probablement vos cours de base en douleur, l'influx sensoriel, le thalamus qui est le grand distributeur, le rôle du cortex préfrontal, l'insula, le cortex singulaire, ainsi de suite, jusqu'à la gestion au niveau moteur et sensoriel. En passant, quand on traite la douleur avec des stimulations magnétiques transcrâniennes, les effets sont principalement observés au niveau quand on cible les ondes du cortex moteur et pas le cortex préfrontal comme pour la dépression. J'ai insisté déjà un petit peu, je vais revenir plusieurs fois, sur le fait que dans des modèles de privation de sommeil, les circuits descendants qui viennent moduler la perception de la douleur seraient perturbés. Et ceci est très clair dans les modèles expérimentaux. Mais ça, c'est un message que je vais répéter 2-3 fois, mais beaucoup moins clair en douleur chronique. Ici, je résume
une série d'études qu'on a fait. Et la première publication date déjà de 23 ans. Et on avait eu beaucoup de difficultés à soumettre la publication, à la faire accepter. On se faisait dire « There is not such thing such as pain during sleep ». Donc, le fantôme de mon doyen de médecine était aussi chez les éditeurs. Et finalement, la revue Pain, en passant, Pain, c'est pas du pain. Une de mes filles pensait que c'était du pain. Okay? Elle était très déçue quand elle ouvrait le journal, puis elle ne voyait pas de recette, là. Mais ici, le message que j'aimerais confirmer, c'est que nous et d'autres, on a travaillé beaucoup sur la perception du son, et on voit que le son est modulé. Ici, on donne un exemple, là, 30% de réponse à un son et une vibration conjointe, diminué en sommeil N3 et variable en sommeil paradoxal. La douleur, donc quand on applique soit une stimulation thermique ou on utilise un salin hypertonique, ici c'est une étude faite à mon hôpital avec Pierre Maillet, on voit que la capacité d'induire des micro-éveils ou des réveils corticaux sans un réveil cognitif est équipotent au travers des stades de sommeil. Donc, la douleur provoque des effets physiologiques clairs. Une étude qui est souvent oubliée, c'est l'étude de Bastogi et compagnie. Et cette étude-là est en imagerie. Ici, ce qui a été fait, ce sont des stimulations, des potentiels évoqués. Et les principales zones auxquelles ils se sont intéressés, c'est l'operculum, l'insula et le cortex singulaire. Et ce qu'ils ont vu, et là je résume, je compresse en 40-45 minutes, en stade 2, il y avait un changement, il y avait une atténuation durant le sommeil de la réponse dans ces trois zones-là. Toutefois, dans le sommeil paradoxal, le sommeil REM, l'insulaire et l'operculum avaient une réactivité relativement stable. Toutefois, le cortex singulaire, associé beaucoup à l'émotion, de la gestion de la douleur, l'activité était supprimée. Et une des suggestions très intéressantes, qui évidemment doit être confirmée, comme tous travaux, suggère que ça a probablement quelque chose à voir avec la façon dont on traite l'information durant nos rêves. Ici, une revue d'une chercheure à Harvard, et elle résume un peu qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise qualité de sommeil et une douleur chronique. Et on voit que les effets analgésiques sont modifiés dans les systèmes opiacés, dopamine, monoamine, orexine, mélatonine et les endocannabinoïdes. On va revenir sur ça tout à l'heure. On a des effets hyperalgésiques et des effets inflammatoires qui sont potentialisés. Et cette revue résume très bien ce qui se passe. Maintenant, privation de sommeil, cette diapo est terrible, mais elle illustre bien où on va aller. C'est un domaine qui est riche d'informations pour qu'on sache un peu ce qui se passe. Les différents modèles expérimentaux, donc ici on ne parle pas de douleur chronique, on ne parle pas de modèle en clinique non plus, et on a soit eu un sommeil fragmenté, donc on a perturbé de façon aléatoire, organisé la continuité du sommeil entre les cycles non REM et REM. Il y a eu des protocoles de restriction de sommeil où les gens ont dormi juste 4 heures au lieu de 8 heures, des privations sélectives de stades de sommeil, soit qu'on enlevait le N3, soit qu'on enlevait le sommeil paradoxal, et des privations totales. Et beaucoup d'études ont été faites récemment de ce côté-là, en France, ici, en Europe, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Et entre autres, ce qui semble assez clair, c'est que l'activité du sommeil à ondes lentes serait un système qui favorise l'analgésie, qui aide à réduire la douleur. Tandis que le sommeil paradoxal, sa dominance, sa puissance, serait plus associé à de la pronociception, à un effet hyperalgésique. Une des premières études, j'en ai sélectionné quelques-unes ici, c'est la privation expérimentale où ici on a permis à des résidents en médecine, et en passant, c'est pas evidence-based, que les étudiants en médecine sont des sujets normaux. Okay, je le fais un peu avec humour, là, mais c'est tout projet, tout protocole a ses limites.
Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis à ce groupe-là de dormir 4 heures versus un autre groupe qui dormait son système normal, et de façon très claire, des changements de l'humeur dans la socialisation, perception de fatigue, se sentir un peu plus agressif et de l'inconfort, surtout une perception de douleur un peu généralisée. On devenait gna plus facilement à ce moment-là. Donc, sur quoi je vais insister, c'est que 3-4 jours. 3-4 jours de limitation de sommeil est suffisant pour amener des changements dans l'humeur et dans la douleur qui sont souvent concomitants. Le même groupe a fait un protocole un peu plus sophistiqué qui ressemble un peu à ce que notre collègue a présenté tout à l'heure. Et ici, c'est un protocole sur 3 semaines. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas tout le monde qui avait des perturbations, donc il y a des sujets vulnérables, il y a des phénotypes, probablement des génotypes, mais de façon assez claire, il y avait une modification des processus de gestion de la douleur. Et ils ont fait une récupération, et après 3 jours de récupération, la situation n'était pas encore revenue à la normale. Donc les effets sont souvent beaucoup plus longs qu'on pense. Est-ce que ça fonctionne bien entre les modèles expérimentaux, les modèles cliniques pour la perception de la douleur, une revue systématique, une méta-analyse? Bon, il faut être très prudent. Les méta-analyses, c'est pas toujours, j'adore, j'en fais, là, mais c'est pas toujours la vérité absolue, là. Il faut être toujours très, très prudent. Mais ces perturbations de perception de la douleur dans les modèles expérimentaux, ça se tient. En douleur chronique, beaucoup moins. Mais regardez ici le nombre de sujets. Chez 669 versus 47. Donc, on a un manque chronique d'informations, ce qui concerne l'effet de la privation de sommeil sur la perception. Donc, les évidences sont assez faibles, il faut être prudent. Si on regarde maintenant comment on altère notre petite pharmacie interne pour moduler, réduire la perception de la douleur, une autre vue systématique montre que les mécanismes endogènes sont perturbés, mais principalement chez la femme. Donc, on a beaucoup de différences ici au niveau du genre et du sexe, mais ça semble être assez consistant comme évidence. Mon étudiant ici au PhD, Alberto Herrero Babiloni, qui vient d'Espagne, Alberto a fait une revue systématique, une méta-analyse avec un groupe du Canada et un chercheur brésilien qui est aux États-Unis. Et notre article va sortir sous peu. Et ici, on a confirmé, comme l'autre étude systématique, que la capacité endogène pharmacologique est perturbée principalement chez la femme. Et encore une fois, beaucoup d'évidence dans les modèles expérimentaux, très, très peu pour les modèles cliniques. De façon un peu plus spécifique, le groupe que j'ai mentionné tout à l'heure, Monica Hack de Harvard, elle a démontré que, de façon très claire, dans une étude qui vient d'être publiée dans Sleep cette année, que les mécanismes d'inhibition sont fortement différents et perturbés chez la femme. Que chez l'homme, il y a une augmentation de l'expression des médiateurs de l'inflammation et, surprise, c'était très peu connu, que les systèmes endocannabinoïdes sont surexprimés en présence de privation de sommeil. Donc, c'est un nouveau joueur pour lequel on a peu d'informations, mais vous allez voir à la fin, maintenant, il y a des travaux en clinique où il y a des agonistes endocannabinoïdes reliés au THC qui sont utilisés pour le sommeil et utilisés aussi pour l'apnée. Donc, le message à retenir, c'est que oui, il y a des effets de sexe différents. Quelles zones du cerveau sont associées à la perte de sommeil et l'augmentation de la douleur? Mais évidemment, le cortex sensoriel primaire est suractivé. Mais il y a des zones du cerveau qui modulent le processus de perception de la douleur, comme le striatum et l'insula. Eux, leur activité est bloquée, blunt. Chez l'animal, on parle du noyau accumbens, le rôle de la dopamine. Mais c'est difficile d'extraire une image claire. Les protocoles varient. Ils ont des différentes expressions. Du côté rythme circadien, c'est un domaine que je ne connais pas très bien,
mais il y a des associations claires avec l'inflammation. Et ici, c'est un modèle théorique et on parle des gènes associés au rythme circadien, expression de neurotransmetteurs, d'hormones, et c'est un modèle qui est associé avec une interaction soit unilatérale ou bilatérale. Une des évidences à ce sujet-là vient des travaux de Michael Smith à Johns Hopkins. Et ce que Michael a montré, c'est qu'un sommeil interrompu par une expérience, aurait un effet direct sur la qualité du sommeil profond, N3, qui aurait un effet sur l'inflammation et par séquence sur le seuil de perception. Et ce qui est associé, c'est les Toll-like receptors et qui viennent agir sur les interleukines 6. Ce n'est pas l'interleukine seul, il faut qu'il y ait la cascade, et il y a une cascade de médiateurs de l'inflammation, et tout ça serait associé, encore une fois, recherche expérimentale, sujet sain, à l'expression. Qu'est-ce qui se passe en clinique? On oublie souvent. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un extrait de l'étude Episono au Brésil, une étude à laquelle j'ai collaboré. Je passe 2-3 mois de ma vie au Brésil maintenant. Et ce qui est sorti clair de l'étude d'une population générale, là on ne parle pas d'une population clinique, c'est que si les femmes ont de la douleur chronique, elles auraient 5,5 fois plus de chances de rapporter de la fatigue. J'insiste beaucoup sur la fatigue. On sait pour l'apnée du sommeil que l'endormissement chez l'homme, l'Epworth, est très, très bon, mais que chez la femme, il faut toujours tenir compte de la fatigue. J'ai mentionné tout à l'heure qu'à peu près 2 patients sur 3 qui ont de la douleur chronique ont une mauvaise qualité de sommeil. Ici, c'est une autre analyse, une méta-analyse, avec beaucoup d'hétérogénéité. Et cette méta-analyse suggère que 75% des patients en douleur chronique ont un mauvais sommeil et 73% présentent de l'insomnie. L'insomnie qui est le self-report, qui est auto-rapporté. Donc, ça semble assez consistant quand on a plusieurs études qui vont dans cette direction. Une autre variable qu'il faut tenir compte, c'est que les troubles concomitants du sommeil, 58% des gens qui souffrent de douleurs chroniques semblent présenter des troubles respiratoires, soit des résistances des voies aériennes supérieures jusqu'à l'apnée obstructive du sommeil. Ceci est basé sur des questionnaires. Qu'est-ce qu'il y en est quand on regarde les problèmes au niveau temporomandibulaire, les douleurs à l'ATM qui touchent 3 femmes pour un homme? C'est à peu près 50% de la population. Et le groupe de Johns Hopkins a démontré qu'il y a souvent une co-occurrence. J'aime pas le terme comorbidité, là, mais une co-occurrence de l'insomnie avec l'apnée du sommeil. Ça, pour les dentistes qui sont ici, pour les médecins aussi, quand vous avez un patient avec des troubles temporomandibulaires, il faut penser qu'il peut avoir des problèmes en co-occurrence. Dans un groupe de patients avec l'apnée du sommeil, ils ont regardé ces gens-là à l'inverse. Donc, on voyait les patients apnéiques qui ont des problèmes respiratoires. Là, on voit que les patients apnéiques qui ont des problèmes de douleur, c'est aussi clair. Et c'est surtout de la douleur musculaire. C'est beaucoup moins de la douleur squelettique, beaucoup moins articulaire au niveau du visage. Les données polygraphiques, allant un peu plus loin, une étude, une méta-analyse de 2018 montre que c'est 42% des gens qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, on revient toujours entre 1 sur 2, 2 sur 3. C'est des chiffres qu'il faut retenir, que ces gens-là présentent des troubles de sommeil, principalement de l'insomnie. On voyait que ça allait à 75%. Quand on objective l'apnée du sommeil, on tombe à peu près un patient sur 3. Le syndrome des impatiences musculaires associé à des mouvements périodiques des membres, aussi à peu près un patient sur 3. Donc, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers nous aident à comprendre. Avec Jacques Monplaisir, on avait regardé dans une étude pilote qu'est-ce qui se passait avec nos patients douloureux à la clinique et on voyait qu'ils avaient un sommeil d'environ 60% plus court, qu'ils avaient une efficacité de sommeil plus basse. La plupart présentaient seulement 3 cycles non-REM, REM. Donc, il y a quelque chose qui se passait dans les cycles ici. Et les délais d'endormissement étaient d'environ 33 minutes. La règle de la International Classification, c'est 30 minutes pour l'insomnie. Mais souvent en clinique, on voit plus des variables autour de 20 minutes.
Et les mouvements des jambes et des bras étaient 3 à 4 fois plus fréquents. Toutefois, il y avait encore des changements ici chez les femmes. Les femmes présentaient 25% moins de sommeil REM. Est-ce que c'est une adaptation, une protection? J'ai mentionné que le sommeil REM est fortement supporté. Non, pas fortement, mais est supporté par certaines évidences comme étant probablement pro-nociceptif. Mais en parallèle, elles avaient moins de sommeil profond. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous dire qu'un modèle expérimental qui s'attaque juste au sommeil profond versus juste au REM, il y a un équilibre naturel qui se fait chez le patient. Il va perdre un peu, il va augmenter là, il va balancer ses cycles et ses différents stades de sommeil. Cette évidence-là en douleur clinique, comme je viens de mentionner, si on s'attaque juste au sommeil N3, mais on a plus de sensibilité, plus d'inflammation, mais est-ce que ça se reproduit en clinique? Ce n'est pas toujours aussi évident. Le plus gros problème qu'on a en douleur chronique et sommeil, c'est d'isoler des patients sans prise de médicaments. La plupart des patients prennent beaucoup de médicaments, comme on va voir tout à l'heure. Ici, dans une population avec des douleurs au niveau du visage, des douleurs au niveau temporomandibulaire, l'augmentation de lait allégé de sommeil delta était associé, donc les patients qui avaient une plus grande puissance de sommeil delta, ces patients-là rapportaient moins de douleur que ceux qui avaient une faible puissance. Mais pour eux, ce n'était pas associé au catastrophizing. Alberto Herrero Babiloni, qui vient de terminer son PhD avec nous, met en évidence que quand on laisse les gens dormir, on voyait que le catastrophizing était directement associé à la pauvre qualité de sommeil. J'ai parlé beaucoup des femmes. Les hommes, vous souffrez aussi d'une forme de ménopause, que moi je qualifie souvent à la blague de man pour homme, la manopause. Et j'ai essayé de trouver beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe à la ménopause chez la femme et à l'andropause chez l'homme. Il y a peu ou pas de publications chez l'homme face à ce qui se passe avec la douleur et ainsi de suite. Mais une étude ici montre que pour chaque heure de perdu en sommeil profond, en sommeil N3, en sommeil à ondes lentes, on a 20% de chance, donc 1,20. Ce n'est pas énorme, mais 20% de chance de plus de présenter de la douleur de modérée à sévère. Je reviens à l'environnement maintenant. On l'oublie souvent. Et ici, c'est une étude qui s'est intéressée aux douleurs musculo-squelettiques chez le partenaire de sommeil. Et on compare des contrôles pré-ménopause et durant la ménopause, évidemment, chez la femme. On voit ici qu'il y a une différence. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les conjointes, les femmes qui dorment avec un ronronneur, un ronfleur à côté d'elles et un patient qui présente de l'apnée, présentent beaucoup plus de zones de douleur lorsqu'on essaie d'identifier la douleur musculo-squelettique et ont plus qu'ils ont des spots, plus qu'ils ont des zones avec la douleur, des tender spots, plus ils vont avoir d'intrusion alpha durant leur sommeil. Et de façon assez intéressante, la réaction des gens, c'est 23% des femmes, ils dorment ailleurs. Et 11,8% se mettaient des trucs qui bloquaient le bruit. Donc, le message à retenir ici, c'est que oui, il y a le dormeur du sommeil qui peut contribuer à la douleur. Chez la femme post-ménopause, Elena Aschul de San Paulo a regardé qu'est-ce qui se passe et de façon assez surprenante, elle a montré contre le dogme habituel que beaucoup de douleur va perturber le sommeil. Chez la femme post-ménopause qui présentait de la douleur, il y avait probablement tellement de douleur qu'elle dormait plus. Et ça, c'était une surprise. Par contre, passer trop de temps au lit n'était pas bon. Et trop de temps au lit était souvent associé à plus de douleur le lendemain. Donc, le fameux cercle vicieux, il faut l'ajuster. Il faut l'ajuster avec les cycles de vie, l'âge et le sexe. Rapidement, chez les femmes qui ont des cancers et chirurgies gynécologiques, l'hyperalgésie est fréquente. Et ici, le message que je veux retenir, c'est une patiente sur 2 présente de la douleur chronique, évidemment de façon plus avancée si le cancer est avancé.
Une analyse intéressante montre ici, déjà de 2018, montre ici l'interaction entre la douleur, la fatigue et les perturbations de sommeil en présence d'un cancer avancé. Et un des médiateurs semble encore une fois l'inflammation et le stress reliés à la condition. Donc, je pense que vous connaissez tous l'effet du stress, et ainsi de suite, mais souvent on oublie l'effet de l'inflammation. Et ceci était assez difficile à départager quand il y avait chimiothérapie ou non. Pourquoi? Parce que c'est différents agents qui étaient utilisés, souvent la prise d'opiacés en parallèle, comme on va décrire tout à l'heure. À l'heure actuelle, on a un projet. Frédéric, c'est ce que tu as manqué quand tu n'es pas venu à Rio. Un projet en oncologie. Et on voit beaucoup de patients avec des cancers de la sphère orale et pharyngée. Et on s'intéresse à regarder chez ces patients-là ce qui se passe. Et ici, on a simplement demandé à ces patients-là, est-ce que vous avez du ronflement comparé à ce que vous aviez avant? Est-ce que vous avez un risque avec le stop-bang de présenter de l'apnée? C'est des gens qui n'avaient rien avant, c'est des gens entre 20 et 40 ans. Et vous voyez que 60% des gens scoraient plus haut sur de modéré à haut avec le stop-bang. Donc, pourquoi ça se passe? On ne sait pas si c'est la radiothérapie qui fait une fibrose des tissus, mais beaucoup de gens se plaignent et les gens venaient nous voir à la clinique et mes collègues en pneumo disaient, écoutez, oui, on le sait, vos patients ont de la douleur buccale, ils ont de la sécheresse buccale, mais j'ai dit, ils ronflent. Et il y en a qui présentent des signes d'apnée. Donc, on est en train de regarder le traitement qu'on fait, c'est avec une orthèse d'avancée mandibulaire pour voir si ces gens-là peuvent tolérer une orthèse dentaire. Et so far, so good, ça va bien. L'étude n'est pas complétée. Mais ces patients-là n'acceptent pas la PPC. Ils ne peuvent pas tolérer la PPC. Donc, ici, là, je rentre dans une zone un peu différente, mais on fait quoi avec un patient qui a un cancer? Comment on essaie de l'aider? L'effet placebo. Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'un des dogmes, c'était qu'on ne perçoit pas la douleur quand on dort. La douleur, c'est une intrusion pendant notre sommeil. Mais un autre dogme, c'est que l'effet placebo, là, c'est un truc qui se passe quand on est réveillé. Puis, emmerdez-nous pas avec l'effet placebo durant le sommeil. Et ça m'avait été dit par quelques pharma. On a déjà assez de difficultés avec l'effet placebo quand on veut avoir un médicament prouvé. Allez pas voir s'il se passe quelque chose en plus quand nos patients dorment. Donc, la mauvaise nouvelle pour les pharma ici, c'est que l'effet placebo analgésique persiste pendant le sommeil. L'effet placebo, c'est pas quelque chose qui est juste dû à ce qui se passe durant le jour. Pierre Maquet de Belgique avait utilisé un terme que j'aimais beaucoup, « sleep on it ». Et on sait tous que le cerveau continue à fonctionner durant le sommeil, à consolider la mémoire et ainsi de suite. Et avec l'équipe à Montréal, avec Jacques Mauplaisir, Pierre Rainville, on avait construit un protocole où on faisait des stimulations analgésiques et on faisait un conditionnement, comme le conditionnement de Pavlov, et on manipulait la perception de la douleur. C'est long à expliquer, là, mais je veux juste mentionner que c'est un protocole qui était assez laborieux. Et c'est bien connu qu'on peut manipuler l'effet placebo et on laissait les gens dormir avec l'impression qu'il y avait eu un effet analgésique. Puis un autre groupe qu'on débriefait. On leur expliquait ce qui s'était passé et on voyait ce qui se passait en termes de durée de sommeil, d'organisation de sommeil. En résumé, quand on laissait les gens dormir avec l'impression de l'effet placebo, il y avait un sommeil REM raccourci, un sommeil paradoxal raccourci. Et ces gens-là, le matin, rapportaient plus de soulagement quand on les retestait. À l'autre extrême, ceux qui avaient été débriefés, et eux avaient eu plus de REM et le matin, évidemment, rapportaient plus de douleur. Donc, on revient encore une fois à ce qu'il y a un effet hypoalgésique avec plus ou moins de sommeil REM et pronociceptif. Ça reste à être prouvé et démontré. Avec Florian Chouchou, on a utilisé la clonidine. La clonidine a comme effet de supprimer chez la majorité des gens, 80-90% des gens, totalement la durée du sommeil REM. Encore une fois, des sujets normaux venant des sciences de la santé, aucune évidence que c'est des sujets totalement normaux.
Et ici, avec la privation de sommeil REM, on a vu qu'on pouvait augmenter l'effet analgésique lors de nos tests. Autre variable, on s'est intéressé aussi à voir quand on disait à la personne « vous allez avoir un soulagement » et ici on a une nouvelle crème, c'est une crème qui a été développée et on avait un pot qui montrait le nom de la crème comme si c'était un produit et on avait une autre crème identique, on disait ça c'est la crème contrôle et on appliquait encore une fois le conditionnement, on laissait les gens dormir et quand on leur avait dit qu'on appliquait la crème analgésique et qu'ils avaient dormi avec l'impression de la crème analgésique, c'était la même crème, et qu'on utilisait des stimulations thermiques douloureuses, les gens nous ont rapporté avoir perçu beaucoup moins de douleur avec la vraie crème, la vraie bonne crème versus la crème contrôle, que ça avait été moins désagréable, que leur sommeil avait été moins perturbé, qu'ils avaient été moins anxieux. Le message ici, c'est que les mots que vous dites à vos patients, l'empathie que vous exprimez, a aussi un effet, ce n'est pas que physiologique ou neurochimique. Une étude ici du groupe de Coloca à Johns Hopkins a suggéré que les femmes sont des meilleurs joueurs pour l'effet placebo, que les femmes ont plus de capacité à jouer le jeu, à avoir un effet du conditionnement. Les hommes seraient moins bons joueurs, seraient plus méfiants, je ne sais pas, on n'a pas exactement les données. Une autre étude qui vient d'être acceptée dans le Journal of Pain, à laquelle j'ai contribué, on a regardé le phénotype clinique d'avoir une perturbation de sommeil sur l'effet placebo. Ici, aucune différence entre les hommes et les femmes. Il faut bien comprendre que des placebo responders, ce n'est pas universel. C'est à peu près un patient sur deux ou une personne sur deux, un sujet témoin, qu'on inclut dans une étude qui va vraiment être un placebo-répondeur. Et ça dépend du modèle de placebo. Et la variable ici qu'on a trouvée, c'est que la présence d'insomnie ou une pauvre qualité de sommeil a un effet direct chez le patient en douleur chronique. Et si le patient est en douleur chronique qui présente de l'insomnie et une mauvaise qualité de sommeil, il est aussi un mauvais répondeur à l'effet placebo. Maintenant, la gestion des plaintes. Et ici, ces cartoons ont été faits par une Sophie Humphrey, qui a fait ces trucs pour moi. Plus j'ai mal, moins je dors. Okay? Donc, le médecin répond, OK, il faut casser le cercle vicieux. Comment le casser? Aïe, aïe, c'est pas évident. Mais la première chose, s'assurer qu'on n'a pas un trouble de l'humeur. Essayer d'évaluer le type de sommeil que la personne a, tenir compte des variables de genre, d'âge, d'ethnicité. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis qui montrent que selon l'ethnicité, la perception est différente. Voir si le patient a de l'apnée du sommeil, de l'insomnie. Et là, qu'est-ce qu'on choisit? L'acupuncture, les stimulations électriques, la physiothérapie, la thérapie cognitive et comportementale hybride. Donc, on n'attaque pas seulement l'insomnie, on n'attaque pas seulement la douleur, il faut approcher les deux ensemble. L'ajout de mélatonine, la relaxation par la musique, un sujet qui intéresse beaucoup Pierre Rainville, l'utilisation de médicaments et les thérapies mind and body. Donc, il faut trouver l'empreinte qui va bien fonctionner chez un patient versus un autre. Mais avant d'aller plus loin, il faut travailler en équipe. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup de travailler en douleur et de travailler en sommeil, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas travailler sans psychologue. Souvent, un sociologue dans l'équation, un médecin, un dentiste, un physiothérapeute. Le travail se fait en équipe. Et ici, c'est une étude du Danemark qui démontre que les meilleurs effets quand ils ont bâti une équipe de travail. Une autre chose à savoir, malgré tout ce qu'on essaie de faire pour améliorer la qualité du sommeil, réduire la douleur par rapport à l'association délétère avec l'insomnie, les bénéfices ne durent pas. Ça fonctionne bien le matin, mais vers midi, 1h, ces effets-là sont disparus. Donc, c'est dommage, malgré tout ce qu'on essaie de faire avec les thérapies cognitives comportementales, les médicaments, ce n'est pas des effets qui persistent. Les choses de base, basées sur un niveau d'évidence assez faible, l'environnement du sommeil, la routine, les siestes. Aïe, aïe, quel conseil donner aux siestes, j'y reviens.
évidemment, alcool, cigarettes, traitement pour les ronfleurs. Les animaux domestiques, je ne sais pas comment c'est en France, mais chez nous, beaucoup de gens dorment avec le chien sur leur lit, le chat sur leur lit. Il ne faut pas oublier que ces animaux-là, durant la nuit, ils ont un patron alternant cyclique probablement plus puissant que le nôtre. Ils vont vérifier ce qui se passe dans la maison. Donc, des perturbateurs, un jeune enfant, une personne âgée de qui on s'occupe. Avec Charles Morin, on vient de soumettre une lettre à SLEEP, qui est en révision. Et la question qu'on s'est demandé, c'est comme clinicien, qu'est-ce que je donne comme conseil aux patients au sujet des siestes? Est-ce qu'ils doivent faire une sieste courte? Est-ce qu'ils doivent en faire 2? À quelle heure? Et quelle sieste fonctionne pour quelle douleur? On sait que pour la migraine, les siestes, c'est une stratégie fréquemment utilisée. C'est de 2 à 4 fois plus de siestes chez les patients en douleur chronique. Donc, s'il vous plaît, tenez compte de ça si votre patient présente des troubles d'insomnie. Peut-être que c'est des siestes trop longues au mauvais moment de la journée. Il y a eu des études de fait pour savoir les infirmières qui font des siestes, comment est leur douleur musculo-squelettique, des bénéfices. Les patients en fibromyalgie, ça semble délétère. C'était peut-être pas la bonne sieste au bon moment de la journée, ainsi de suite, et la durée. Du côté non pharmacologique, ici, une étude où ils ont regardé douleur, fatigue et perturbations de sommeil chez les patients avec des cancers. Et ils ont vu que ce qui semblait le plus efficace, c'était les relaxations. Des techniques de relaxation expliquées par psychologues et physiothérapeutes. Je crois que ici, vous dites kinésithérapeute, en tout cas, je ne suis pas sûr, hein? Et c'était suivi par tout ce qui était la gestion du stress avec comment la personne pouvait fonctionner. Du côté physiothérapie, j'étais déçu. Okay, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus solide, mais ils ont vu que les patients en douleur chronique, pour améliorer la qualité du sommeil, que l'effet était pas aussi fort qu'ils pensaient. Mais là, il faut bien comprendre, souvent la physiothérapie, le patient travaillait toute l'avant-midi, et il va faire sa physiothérapie le soir et il arrive à la maison exténué. Il y a beaucoup de variables qui n'ont pas été bien quantifiées ici. Et aussi l'effet, combien de traitements le patient a eu? Est-ce qu'il y a eu du maintien à la maison? Est-ce qu'il y a eu un suivi téléphonique? Et ici, c'est une étude en télémédecine qui suggère que la supervision par le physiothérapeute, par téléphone et visioconférence est excessivement importante. Donc, c'est pas juste d'aller pendant 30-40 minutes avoir un traitement, mais c'est de probablement le poursuivre. Soyons prudents, c'est une étude de terrain, il n'y a pas de groupe témoin, il faudrait aller plus loin. La thérapie cognitivo-comportementale et l'approche pharmacologique. Bon, l'approche pharmacologique, moi, comment je le vois avec mon groupe, c'est de transition. C'est beaucoup de patients en douleur chronique, on leur parle d'aller en thérapie cognitivo-comportementale, ils me disent « Ah, je vais déjà chez le physio, là. Là, tu veux m'envoyer maintenant chez un psychologue, j'en ai trop, je ne peux pas faire tout ça. » Mais là, on leur explique « Écoute, mon collègue médecin va te prescrire quelque chose pour t'aider à calmer la tempête. Et une fois que la tempête sera calmée, qu'est-ce qu'on peut faire après? » Et la littérature est assez solide maintenant du côté non pharmacologique pour dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, qui aide beaucoup, mais il faut que le patient accepte de jouer le jeu. L'apnée obstructive du sommeil, une étude faite ici en France, montre que la sensibilité à la douleur est atténuée chez le patient qui utilise sa PPC. Pas juste 2-3 heures, 3 fois par semaine, qu'il utilise sa PPC. Les orthèses avancées mandibulaires pour les gens qui ont des céphalées matinales non associées à l'apnée du sommeil et qui ne sont pas des migraines contribuent à réduire fortement la perception de matin. Donc, les gens n'ont pas à prendre de médicaments le matin, mais cet effet-là, c'est tout ou rien. C'est pas nécessaire, les dentistes, de titrer, d'avancer la mandibule pour ouvrir les voies respiratoires. L'orthèse en mainteneur, qui empêche la langue et la mandibule d'aller en position rétrudée, était suffisante. Les médicaments pour l'insomnie, on va voir qu'il y a un gros débat sur les Z-pills. Trazodone, qui est en passant le médicament pour l'insomnie le plus utilisé aux États-Unis, même si off-label, il n'est pas approuvé pour ça. Pourquoi? Il coûte à peu près 30% du prix des Z-pills. Et évidemment, les antidépresseurs, le prégabalin, ainsi de suite. Mais comment ça fonctionne vraiment? C'était revu récemment.
Ça, c'est une étude qui vient de sortir. Et de façon assez surprenante, la mélatonine est assez efficace. Les e-pills aussi ont aidé à réduire la douleur de 30 %. Il faut être réaliste avec le patient. On n'amènera pas sa douleur à zéro. Et ce qui semblait le plus consistant comme médicament, c'était l'usage de mélatonine. Qu'est-ce qui se passe en douleur clinique? En clinique, ça c'est une étude ici, encore une fois, du Massachusetts. On a regardé ici chez des gens avec douleur orofaciale et chez des gens avec douleur un peu plus généralisée au niveau du corps. Vous voyez encore une fois que la qualité du sommeil est grandement perturbée. Le Pittsburgh Sleep Quality Index, avec un seuil de 5, montait à 9 ou à 11. Et ce qui est assez surprenant chez la majorité de ces patients-là, ce n'est pas le fait qu'ils ont de mauvaise qualité de sommeil, c'est que ceux qui prenaient des médicaments pour le sommeil ou combinaisons opiacés et Z-pills ou opiacés et benzo général semblaient avoir une plus grande perturbation de sommeil. La question qu'on se pose ici, ils étaient comment avant? C'est probablement des gens qui avaient d'autres comorbidités, d'autres problèmes. Mais le message ici, c'est que l'ajout d'un médicament ne règle pas tout. Il faut vraiment regarder ça de façon plus large. Vous savez tous que la prise d'opiacés est associée à un grand nombre de décès. La crise des opiacés aux États-Unis et au Canada est majeure. Et vous savez tous que c'est associé à des problèmes d'apnée centrale. Et tout ça est relié à un changement de l'activité motrice, la chémoréception et l'effet qu'il y ait trop de sédation. Au Canada, à l'heure actuelle, on nous demande d'être excessivement prudent dans les cliniques de douleur à ne pas prescrire des gabapentinoïdes avec des opiacés. C'est considéré du malpractice au Canada et aux États-Unis. Les deux, maintenant, nous demandent d'éviter cette association. Encore une fois, le groupe du Brésil, d'Alva Poyares, met en évidence que le gabapentin peut être associé à des problèmes respiratoires, principalement chez les hommes âgés. Donc, il faut être conscient de ça. Rapidement, pour terminer, le cannabis, pour s'en souvenir, THC, rappelez-vous, T, ça amène le patient en hyperactif, plus de tension, THC. Le CBD, vous savez tous, ça calme. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais ça commence à émerger. Ici, une étude de cette année qui évalue l'impact des cannabinoïdes sur la douleur de type neuropathique. Et on voit ici une augmentation du sommeil et de la qualité de vie, toutefois associée à des effets secondaires, dizziness, nausea, somnolence. Vous savez aussi que les pharma essaient de trouver des substances qui vont garder nos muscles plus actifs pour empêcher le relâchement excessif des muscles, les combinaisons noradrénergiques et muscariniques. Et là, il y a plein d'études au Canada, aux États-Unis, en Europe de ce côté-là. Mais il y a un nouveau joueur, l'atomoxétine avec le dronabinol, qui est un THC. Et ça réduit le hypoxic burden. Et ça semble toléré? Non. Il y a un patient sur 3 qui a des effets secondaires, paranoïa, idées suicidaires et ainsi de suite. Mais ce que je veux que vous reteniez, ça s'en vient dangereusement sur le marché ou heureusement, ça dépend des opinions. Et ils ont été autorisés par le FDA à faire une étude niveau phase 2-3 et elle est planifiée. Et cette étude-là va débuter bientôt. Je vous remercie beaucoup. Ça se termine brutalement. Là, vous avez la pause. J'espère que la pause ne sera pas brutale. Je vous remercie.